Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux soi-disant mensonges de la NASA que les complotistes tentent de nous vendre dans leurs vidéos. A la base, je n'avais prévu qu'une seule vidéo sur le sujet, mais nos amis Marc Ban et Fetou Shaib nous ont tiré une salve d'idiotie durant le mois de décembre, ce qui m'a donné matière à sortir ces 3 vidéos pour l'instant. Car nul doute qu'ils trouveront encore d'autres occasions de se rendre ridicules. Ici donc, nous avons affaire à une vidéo de Fetou Shaib, alias Saïd Adjoul. Enfin, pour être précis, il n'est pas l'auteur de la vidéo originale, il s'est contenté d'aller chercher une vidéo anglo-saxonne et de la traduire en faisant preuve de son habituelle capacité d'analyse digne d'un bulot mort. Regardez l'ombre de ces deux nuages. Observez l'angle des ombres. Vous voyez? Maintenant regardez l'ombre de ce nuage. Où est le soleil? Regardez la perspective de ces nuages. Bien qu'ils paraissent plats, ils sont en 3D. Regardez la perspective au sol. Il y a deux angles différents qui fusionnent au point de fuite. Regardez ces ombres. Le soleil est au-dessus des nuages. C'est impossible de voir ça sur Terre globe. D'où tient-il cette certitude? Quand je vois cette image, plusieurs questions me viennent à l'esprit. Pourquoi l'image est-elle si mauvaise? Pourquoi ne cite-t-il pas ses sources? Quelle est la focale de la caméra? Quel angle couvre-t-elle? Quel est le relief au sol? Les nuages sont-ils tous à la même altitude? Cette dernière question est pourtant essentielle pour pouvoir comprendre cette image. Voici un petit montage que j'ai effectué sous Blender. J'ai une Terre de 6000 km de rayon, un Soleil de 700 000 km de rayon situé à 150 millions de kilomètres de la Terre. Voyons ce que ça donne. Ici, mes deux ersatz de nuages sont à la même altitude. Maintenant, je modifie l'altitude du petit nuage. Son ombre s'éloigne du nuage vers la caméra. Ceci dit, si j'enlève les ombres, seriez-vous capable de me dire si ces deux nuages sont à des altitudes différentes? Cela montre bien que cette image ne peut rien démontrer. N'oubliez pas, le soleil est en face de vous. Si la Terre était un globe, on serait dans l'obscurité. La Terre devrait être dans l'obscurité. Il est con ou quoi? Si on peut voir le soleil, c'est que le soleil peut nous éclairer. Je ne pensais pas qu'il fallait un doctorat en physique des particules pour comprendre ça. Maintenant, si nous prenions du recul, alors oui, nous verrions la face de la Terre encore dans l'obscurité. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a deux soleils sur son schéma? Maintenant, si on fait la même chose, et qu'on sépare les trois axes X, Y et Z. Voici comment on verra le soleil, et son point chaud, sur la Terre globe. Avec la caméra accrochée au ballon gonflable, tournant au-dessus de la Terre. La caméra tourne à 360 degrés. Quelles images prendra la caméra? La Terre globe ne peut pas garder sa position en face de la caméra. On verra donc un côté de la sphère. Au fur et à mesure que la caméra tourne, le Soleil, loin de 150 millions de kilomètres, se balancerait à vitesse phénoménale. En fait, il paraîtrait indéterminé. Cette phrase est-elle censée avoir un sens? Si oui, merci de nous le préciser dans les commentaires. Alors, quelqu'un pourrait-il nous donner la définition du point chaud, s'il vous plaît? Et quel est le rapport de cause à effet? Alors, puisque ces explications ne ressemblent à rien, tentons de les interpréter. Attention, ici je me lance dans un exercice périlleux car Fetou Shaib ne nous a fourni aucun décodeur pour comprendre ce charabia complotiste. Je suppose donc qu'ici, l'un des deux soleils représente le soleil selon la Terre plate, bien au-dessus de la Terre. L'autre représente le modèle classique de l'astrophysique. Le soleil platiste se trouve au-dessus du point chaud qui correspondrait à la zone de la Terre éclairée par le soleil. Question. C'est quoi ce point chaud débile? Faudrait-il comprendre ici que le soleil des platistes ne serait capable d'éclairer que cette toute petite zone? Comment expliquer alors la durée du jour dans ces conditions? Dans ces conditions, le soleil ne peut pas maintenir sa position au-dessus du point chaud, dont lui-même en est l'auteur. En quoi le déplacement de la caméra ferait-il bouger le soleil par rapport au point chaud? Nous n'avons toujours pas la définition de ce fameux point chaud, mais je suppose quand même qu'il a un rapport avec le soleil. Alors en quoi le déplacement de la caméra influerait-il avec la façon dont le soleil éclaire la Terre? Je vous propose une petite expérience. Un ballon.
une lampe de poche et l'obscurité. Si la lampe de poche éclaire une partie du ballon, le déplacement de la caméra ne changera absolument rien à cette zone éclairée. L'explication de la vidéo n'a donc absolument aucune logique. Alors que la caméra continue sa révolution. C'est assez simple à comprendre. C'est la preuve évidente que la Terre n'est pas un globe. Quant à cette conclusion, je vous donne la traduction que j'en fais. Fatou Chaïb vous raconte des âneries, c'est donc la preuve évidente que la Terre n'est pas un globe. Et oui, c'est de la logique platiste. Pour bien montrer ce que donnerait une caméra qui tournerait sur elle-même à 30 km d'altitude, j'ai fait une petite animation sous Blender en plaçant bien ma caméra à la verticale au-dessus d'une Terre sphérique de 6000 km de rayon. Alors que la caméra continue sa révolution. C'est assez simple à comprendre. C'est la preuve évidente que la Terre n'est pas un globe. Parce que, si la caméra tournait au-dessus d'une surface plane, l'horizon resterait à niveau de la lentille de la caméra. Et pour montrer à quel point cette affirmation n'a jamais été vérifiée, je vous propose d'aller voir ces 4 excellentes vidéos d'Olivier Joseph. La distorsion du sol, ainsi que celle de l'horizon, est due au balancement de haut en bas de la lentille. Voici ce qu'on voit. Toutes les distorsions sont dues à la lentille de la caméra. Si la Terre était sphérique, voici l'image que donnerait la caméra en tournant autour de l'axe X. Le point chaud ne pourra pas garder sa même position avec un soleil à 150 millions de kilomètres de là. Il devrait se déplacer. Mais ce qu'on voit, c'est que le point chaud reste au même endroit. Parce que le soleil est au-dessus de la lentille. C'est sa position. Qu'est-ce que c'est encore que cette explication foireuse? Le soleil est devant la lentille puisqu'on le voit à l'image. Est-ce que cet anglo-saxon réfléchit avant de parler? Est-ce que Fatou Chaïb comprend ce qu'il traduit? Le balancement de la caméra à bord du ballon fait que la lentille distord l'image au gré de son mouvement, de haut en bas. Ce qui provoque une perception d'un plan se tordant dans tous les sens. Mais la perspective de la caméra sur l'axe Z reste la même. Mais vous ne pouvez pas distordre cette partie. Car, si c'était une sphère, l'horizon serait tronqué. L'horizon étant la limite dans notre champ de vision entre le ciel et la terre. J'aimerais beaucoup que quelqu'un m'explique comment il pourrait être tronqué. Il met quoi à la place de la partie tronquée? Encore une phrase qui n'a aucun sens. Maintenant, après avoir suivi son discours débile, je n'ai pas résisté à l'envie de faire la comparaison entre une Terre plate vue avec un fisheye et une Terre sphérique vue avec le même fisheye. Comme je ne dispose pas d'objectif fisheye, ni de ballon stratosphérique, et encore moins de Terre plate pour ça, j'ai démarré Blender. Voici mon fichier. Un plan suffisamment grand pour que ma caméra ne puisse en distinguer le bord. Une sphère de grande taille elle aussi, une caméra réglée sur panoramique, autrement dit un fisheye. Maintenant, j'agite ma caméra sur 2 axes. Je ne la fais pas tourner en latéral car, comme le dit si bien notre complatiste, on ne peut distordre l'image sur cet axe. Puis, je filme le résultat. À gauche, le plan.
À droite, la sphère. La différence vous saute-t-elle aux yeux? Non. L'argument débile, la courbure c'est à cause du fisheye, est donc absolument stérile. Pour les ronchons qui voudraient me traiter de falsificateur, je vous mets le lien vers le fichier Blender et les explications pour l'utiliser. Blender est un logiciel libre, n'hésitez donc pas à le télécharger et à tester mon fichier. Certaines images de la NASA sont censées montrer l'ISS, orbitant au-dessus de la Terre. Vous vous rappelez des nuages, en forme 3D, et l'ombre qu'ils font? Si vous avez une source de lumière, les nuages seraient noirs. Encore une démonstration menée par l'inspecteur Bulot. Pourquoi les nuages apparaissent noirs vus du dessous? Deux questions ici. Apparaissent-ils toujours noirs? Et où se situe la principale source de lumière? Réponse: non, les nuages n'apparaissent noirs que là où ils sont les plus épais, donc là où ils masquent la lumière de la Lune, qui est la principale source de lumière et qui se trouve derrière le nuage. S'il n'y a pas de lumière, on ne voit que du noir. Sur les images de l'ISS, les nuages les plus épais masquent bien les lumières des villes. Mais quelle est la principale source de lumière ici? La Lune, qui se trouve au-dessus de l'ISS. Les nuages ne peuvent donc pas apparaître noirs puisqu'ils sont éclairés par la Lune qui se trouve derrière l'objectif et non plus derrière le nuage. Maintenant regardez les nuages, vus par l'ISS. La Terre est éclairée. Regardez ces éclairs. Vous comprenez? C'est du n'importe quoi. Voici la réalité. Comparée aux images bidons de la NASA. Voilà à quoi ressemblent les éclairs. Cet éclair est au-dessus de Sydney en Australie. Et celui-ci de la NASA. Au-dessus de Sydney, Nouvelle-Écosse. Vous comprenez? Regardez ces éclairs. C'est pathétiquement stupide. C'est tellement nul. Mauvais. Regardez cette couleur verte sur les nuages. Couleur verte sur les nuages? Où ça? Analysons un peu son argumentaire. Petit 1, regardez cet éclair vu depuis le sol. Petit 2, regardez cet éclair vu de 400 km d'altitude. Petit 3, vous comprenez? Petit 4, regardez ces éclairs. Petit 5, c'est pathétiquement stupide, c'est tellement nul, mauvais. Ici, nous n'avons droit qu'à un avis sur ces images, mais est-il seulement capable d'analyser ces images pour pouvoir se forger cet avis? On peut légitimement en douter puisqu'il ne nous donne aucun argument qui puisse nous permettre de comprendre comment il arrive à cette opinion. Ici, nous sommes dans un avion. Observez la lumière. Vous voyez comment le terrain la distord? Le rapport de cause à effet? Cette phrase a autant de sens que s'il nous avait dit que c'est parce que l'herbe est bien verte qu'il pleut. La distorsion de l'image n'est pas due à ce qui est observé, mais à l'objectif qui filme. Le terrain ne distord pas la lumière, l'image est distordue par l'objectif fisheye. Le gars confond perspective et focale et il voudrait nous donner des leçons? Analysons un peu ce que donne une photo prise avec un fisheye. Vous remarquerez que les lignes horizontales sont de plus en plus courbées au fur et à mesure qu'elles s'éloignent du centre de l'image. Il en est de même pour les verticales. Vous noterez aussi que plus on s'approche du centre de l'image, moins la distorsion est importante, à tel point que la verticale et l'horizontale du centre de l'image ne sont plus affectées par cette distorsion. Les choses au loin ne peuvent pas se déplacer à la même vitesse que celles qui sont proches de vous. C'est ce qu'on appelle la perspective. Sur les bricolages de la NASA, la lumière voyage à la même vitesse. Tout ceci est une contrefaçon. C'est complètement pathétique.
Maintenant prenons des points de repère sur l'image et voyons si ces points de repère se déplacent à l'image à la même vitesse. Eh bien non. Encore une affirmation hasardeuse lancée sans la moindre vérification et qui fait passer son auteur pour un idiot. C'est complètement pathétique. Le Soleil est censé être à 150 millions de kilomètres. Selon ces images, quand le Soleil se lève, en bas de l'autre côté de la Terre, on devrait logiquement être dans l'obscurité de ce côté, vu par l'ISS, puisque le Soleil se trouve en dessous de l'horizon. Nous avons ici un magnifique concentré d'idiotie et d'incompétence chronique pour ne pas dire pathologique. Comment peut-il sortir des vidéos sur un sujet auquel il ne comprend absolument rien? Effet Dunning-Kruger puissance 10. On devrait logiquement être dans l'obscurité de ce côté, vu par l'ISS. Ici encore, nous avons une conclusion hâtive de la part de quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre ce qu'il voit, mais qui cherche uniquement à trouver des preuves d'un complot sans se rendre compte que ces preuves ne sont que des preuves de son incompétence à analyser ce qu'il a sous les yeux. Ici, il devrait se poser deux questions. Petit 1, quelle est la sensibilité ISO de la caméra? Petit 2, où se trouve la Lune par rapport à l'ISS? Allez, petit indice, regardez bien cet appendice du module Destiny. Regardez bien d'où vient la lumière. De l'arrière et du haut. Quelle peut être la source de cette lumière? La Lune, tout simplement. Ici, c'est la Lune qui éclaire la Terre. Et quand le Soleil se lève, comment peut-il engendrer une teinte bleue sur l'ISS? Puisque la couleur bleue n'est due qu'à la présence de l'atmosphère. L'ISS est censé être dans l'espace où il n'y a pas d'atmosphère. La teinte bleue de l'ISS est due à la couleur de la lumière elle-même bleue, car en traversant l'atmosphère, elle a perdu sa composante rouge absorbée par l'atmosphère. Faites l'expérience maintenant. Prenez une lampe de poche, placez un filtre bleu devant et éclairez un mur blanc. Il vous apparaîtra bleu. Et comment la lumière peut-elle s'incurver autour de la Terre? Encore une preuve que Fetoucheib ne comprend rien à ce qu'il observe. Réfraction. La lumière est affectée par le milieu qu'elle traverse, et à chaque fois qu'elle change de milieu, elle subit une réfraction. Ici, pour simplifier, elle est réfractée deux fois. Une première fois en entrant dans l'atmosphère, une seconde fois en sortant de l'atmosphère, d'où l'impression que la lumière est courbée. J'ai bien dit pour simplifier, car la capacité de l'atmosphère à réfracter la lumière dépend de deux choses, la température de l'air et la pression atmosphérique. Or, chacun sait que plus on prend de l'altitude, plus la pression atmosphérique diminue. La réfraction de la lumière par l'atmosphère n'est donc pas franche, comme dans l'exemple du verre d'eau, mais progressive en fonction de l'altitude. Si cette station spatiale existe vraiment, pourquoi la NASA fabrique-t-elle de fausses vidéos? Excellente question. Mais outre le fait qu'il n'ait pas réussi à démontrer que ces vidéos sont fausses, laissez-moi poser cette question autrement. Si l'ISS n'existait pas, pourquoi la NASA fabriquerait-elle de fausses vidéos en y plaçant autant de preuves de son incompétence? Pourquoi prendrait-elle le risque d'une telle supercherie? Maintenant, l'ISS existe. Il existe même des applications qui vous permettent de savoir à quelle heure elle passe au-dessus de vous, ce qui vous permet de l'observer avec tous les moyens dont vous pouvez disposer. J'entends déjà les cancres au fond de la classe qui affirment de manière aussi péremptoire que stupide qu'il ne s'agirait que d'un drone. Véridique, j'ai déjà vu passer ce genre de commentaires sur YouTube. Coupons donc immédiatement court à ces âneries. L'ISS se situe à 400 km d'altitude, ce qui nous donne un tour de la Terre avec un rayon de 6370 km, rayon de la Terre, plus 400 km altitude de l'ISS, le tout multiplié par 2, puis multiplié par 3,14, soit 42 515 km. Sachant que l'ISS se déplace à 28 000 km/h, cela nous donne un tour en un tout petit peu plus qu'1h30. Maintenant, imaginons un drone qui volerait à 10 km d'altitude, suffisamment vite pour pouvoir simuler l'ISS. Ce drone ferait un tour de Terre d'un rayon de 6370 km, plus 10 km d'altitude, multiplié par 2, multiplié par 3,14, soit
40 066,4 km en 1h30, soit une vitesse de 26 359 km/h. 26 359 km/h. Le SR-71, l'avion le plus rapide jamais construit, avait un plafond pratique de 25 900 mètres et volait à seulement 3500 km/h, ce qui portait la température de son fuselage à 220 degrés. Qu'en serait-il d'un engin évoluant 7,5 fois plus vite? Autre problème, le ravitaillement. Un drone évoluant dans l'atmosphère devrait obligatoirement se poser de manière régulière afin de refaire le plein. Je suppose aussi qu'il faudrait le réviser de temps à autre. Combien en faudrait-il pour pouvoir assurer la présence en vol de ce type d'engin H24, 7 jours sur 7? Comment faudrait-il s'y prendre pour assurer le passage de relais sans que personne ne puisse s'apercevoir de la supercherie? Combien cela coûterait-il? Enfin, pourquoi s'infliger ça pour simuler une fausse ISS, alors qu'il serait bien plus simple de dire qu'il n'y en a pas? Après tout, ça ne doit pas être compliqué d'expliquer qu'on ne fabrique pas l'ISS parce que trop cher par rapport aux bénéfices scientifiques attendus. Nos complotistes s'inventent donc un complot stupide pour se permettre de vomir leurs idioties chroniques sur la NASA, sans même réfléchir à ce que cela impliquerait. Ah oui, réfléchir. Un concept bien trop abstrait pour nos complotistes qui préfèrent balancer leurs inepties sans queue ni tête sur le net pour se conforter dans leur délire plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'ils voient et de se confronter à la réalité. Alors oui, ils vous diront que ce sont eux qui voient la réalité et que nous sommes tous sous l'emprise du lavage de cerveau imposé par le système. Sauf que, à chaque fois qu'ils nous apportent une de leurs preuves, une étude sommaire permet de constater qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils observent, ou pire, qu'ils falsifient les preuves pour les faire coller à leur délire. Bref, à moins de se complaire dans cette théorie du complot, si on cherche vraiment la vérité, si on se sert de son cerveau sans laisser les autres nous abreuver d'idioties qu'ils n'ont jamais pris le temps de vérifier, on comprend rapidement qu'il n'y a aucune vérité dans cette théorie du complot de la NASA. Ni dans la Terre plate d'ailleurs. Et là, je ne vous demande même pas de me croire, mais ne les croyez pas non plus. Doutez de ce que je vous dis, mais doutez aussi de ce qu'ils vous disent. Étudiez les preuves des uns et celles des autres et demandez-vous comment vous pouvez les vérifier par vous-même. Pas en allant chercher des infos sur YouTube, mais en observant vous-même, en testant et en comprenant par vous-même. La NASA a publié cette image de la planète Pluton. Ils ont le culot de se moquer de nous. Parce qu'ils nous ont tellement abrutis. Vous pensez toujours que ça importe peu? Qu'ils nous trompent en permanence? Vous le pensez vraiment? Quand ils diront avoir découvert de l'eau sur Pluton, et qu'ils vous montrent cette image, vous continuerez à dire oui, on nous ment. Mais ce n'est pas important? Il faudra un jour que nos complotistes étudient un peu le phénomène des pareidolie. Cette tache blanche sur Pluton a été nommée officiellement le cœur de Pluton. Nos complotistes, toujours à l'affût de la moindre preuve de complot, aussi stupide soit-elle, y ont immédiatement vu un personnage de Disney. Pourquoi pas? Maintenant, qu'ils aillent chercher un dieu de la guerre sur les images de Mars, des éclairs divins sur celles de Jupiter, que sais-je encore. En ce qui concerne la présence d'eau sur Pluton, en quoi serait-ce problématique? Il y en a bien sur les comètes qui viennent de beaucoup plus loin. Mais ce jour-là, nos complotistes hurleront à la supercherie en imaginant ça. Alors qu'il ne s'agira que de glace d'eau. Même sous forme de glace, c'est de l'eau quand même. Sachez que vous pouvez reprendre quelque chose à la NASA. Ainsi qu'à ceux qui dirigent ce système pourri. Votre dignité. S'il y a quelque chose à récupérer, reprenez-le. Et dites-leur, écoutez, on sait que vous nous racontez des mensonges. Ce sont des gens extrêmement mauvais. Et méprisables. Ils abusent de nous. Et nous manipulent. Reprenez donc votre dignité. Oui. Reprenez votre dignité. Il veut reprendre sa dignité? Alors, comment lui dire en restant poli? Il pourrait peut-être commencer par réfléchir avant de repomper comme un idiot les vidéos complotistes anglo-saxonnes. Sa dignité, il la perd tout seul en les republiant sur sa chaîne sans jamais vérifier si ce qui y est dit a la moindre logique, le moindre sens. Pour conclure cette vidéo, je n'aurai qu'un conseil à donner à tous ceux qui ont versé du côté de la Terre plate et ou du complot de la NASA.
Je pense que vous êtes conscient qu'en défendant ces thèses, vous avez de très fortes chances de passer au mieux pour des doudingues, au pire pour de parfaits crétins. Alors pour votre bien, avant d'avancer une pseudo-preuve, prenez bien le temps de l'étudier et d'essayer d'imaginer en quoi cette preuve pourrait être complètement débile ou pas. En procédant ainsi, il est clair que vous allez y passer un peu plus de temps, mais j'y vois au moins deux avantages pour vous. Premièrement, vous rejetterez de vous-même les délires qui pullulent sur le net, ce qui vous évitera de les resservir à votre entourage à vos dépens. Petit 2, vous comprendrez ce que peut impliquer ou pas la thèse que vous défendez. Quoi qu'il en soit, je vais laisser les derniers mots de cette vidéo à Vincent de la fantastique chaîne Stardust. N'oubliez pas, si vous cherchez le vrai, commencez à chercher pour de vrai.